payer le S3RENR, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et en région Grand Est, c'est 77,78 € du kilowatt qu'il faut ajouter, en plus des travaux propres à l'installation. En termes d'urbanisme, bon, je vais vite, hein, en toiture, déclaration de travaux, c'est largement suffisant. Pour les projets au sol, jusqu'à bientôt, jusqu'au 30 novembre, on peut faire on n'est pas obligé d'avoir de permis de construire, jusqu'à 1 MW crête. Et là, il y a un décret qui vient juste de paraître, là, au début de semaine, qui dit que maintenant, les projets au sol, c'est jusqu'à 3 MW. Ça rappelle un peu l'autoconsommation collective. Jusqu'à 3 MW, on n'est pas obligé on n'a pas besoin de faire un permis de construire. Ça reste de la déclaration de travaux. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour, notamment, encore une fois, les projets en autoconsommation collective, parce qu'on peut aller jusqu'à 3 MW de puissance. Et l'évaluation environnementale, elle, ça ne change pas. C'est à partir d'un mégawatt. Il y a toujours l'histoire de la clause filet, c'est-à-dire qu'on peut vous le demander pour n'importe quelle puissance. Je marque 300 kg. Ça peut être en dessous aussi, mais généralement, effectivement, au-delà de 250, 300 kg, on va peut-être la demander plus facilement. Et donc ça veut dire, évaluation environnementale, ça veut dire étude d'impact et enquête publique, donc c'est pas anodin. Pour les ombrières, alors pareil, c'est dans le train que je me suis aperçu de ça, parce que cette loi là qui dit qu'à partir de 3 mégas, maintenant il faut faire un permis de construire, et puis 1 méga, il parlait aussi des ombrières, mais pour moi c'était pas clair, donc il y a un juriste, j'ai reçu un mail d'un juriste, qui disait que c'est aussi pour les ombrières, en fait. A priori, les ombrières, il n'y aurait plus besoin j'espère pas dire de bêtises, mais en tout cas j'ai reçu un mail ce matin qui me confirmait ça, les ombrières de parking, vous n'avez plus besoin de faire de permis de construire tant qu'on n'est pas a priori à 3 MW. Donc c'est un arrêté qui est sorti, je crois, lundi. Hein, donc s'il y en a qui ont l'information, voilà, on verra si ça se confirme ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il n'y a pas d'évaluation environnementale pour les aires de stationnement, contrairement aux ombrières sur les autres types d'emplacements. Et l'évaluation environnementale est au cas par cas, si c'est installé donc sur autre chose qu'une aire de stationnement, sur autre chose qu'un parking, et pour les puissances supérieures à 300 kg. Bon, sur l'arrêté tarifaire S21, je pense que maintenant vous le connaissez bien. Simplement, j'ai mis en espèce de vert les informations les plus importantes. Hein, c'est bien sur les installations implantées sur bâtiments, hangars ou ombrières. Comme disait Mickaël, on est d'accord qu'on ne voit pas le sol. Le sol, on n'a toujours rien. Il y avait le S24 qui a été présenté brièvement tout à l'heure, s'appelait S23 à la base, c'est-à-dire qu'il devait sortir en 2023. On est fin 2024, on l'attend encore, hein, donc c'est pour tous les petits projets sol de moins d'1 méga. A priori, les dernières infos que j'ai eues d'Enerplan, il devrait paraître, mais c'est vrai que c'était déjà le cas fin d'année dernière. C'est pour les installations de moins de 500 kW. Alors ce que je veux dire par là, c'est que quand on est au sol, peu importe la puissance pour l'instant, déjà il y a ce fameux vide juridique avant d'atteindre la haut creux, et en plus, c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez un responsable d'équilibre qui va être d'accord pour acheter votre surplus de production, notamment si vous faites de l'ACC. Donc c'est quand même une difficulté. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs finalement qui achètent ce type d'électricité. Et donc c'est pour les installations inférieures à 500 kW. Donc pareil, si on est au-delà, il faut se demander ce qu'on fait. Et c'est en métropole continentale. Arnaud, oui. On est arrivé au bout du temps. Est-ce que tu peux nous dire peut-être 2 mots sur l'autoconsommation collective et les bons conseils sur les devis? Oui, je vais essayer. Ouais. Alors, je me permets juste 2 petites secondes. Donc, effectivement, j'arrive au bout du temps, malheureusement. Il y a l'obligation de solarisation qui est importante. Hein, retenez bien, je vous mets juste les diapos. Ouais. Je mets juste les diapos là. Donc, sur les bâtiments existants, vous voyez, c'est tout en bas. Hein, à partir, donc c'est après-demain, 1er janvier 2028, tout bâtiment de plus de 500 mètres carrés existant, il faut couvrir la toiture. On n'a pas encore le décret, donc on ne sait pas encore sur quelle quantité, quelle surface, mais au moins 30%, ça sera peut-être même 50%. Ça sera une obligation à partir du 1er janvier 2008 pour tout bâtiment existant. Et pour les parkings, c'est pareil, c'est après-demain, c'est au 1er juillet 2028. Tout parking de plus de 1500 mètres carrés devra avoir des dispositifs d'ombrière, soit photovoltaïque, solaire thermique, végétalisation, sur 50% de sa surface au moins. Et là, pour avoir un cas, j'ai eu plusieurs cas concrets, mais là j'ai un cas vraiment compliqué. Quand il y a des grandes aires de circulation, qu'on est sur un endroit où il y a du bus, du camion et tout ça, trouver les 50%, ça devient un petit enjeu, quoi. Donc, puis voilà, je vous passe toutes les choses qu'on peut déduire, hein, comme les espaces verts et tout ça. Tu me disais, tu voulais qu'on parle autoconsommation collective, c'est ça? Ouais, rapidement, c'est quoi
Oui, l'autoconsommation collective, tout simplement, c'est ça. Enfin, j'ai vu qu'il y avait les collègues d'Enogris qui étaient là, donc voilà, ça, ils connaissent bien aussi. Donc c'est le principe de répartition de la production entre un ou plusieurs producteurs, entre eux, un ou plusieurs consommateurs. L'idée, c'est ça. Ensuite, il va y avoir des notions. Alors, il faut qu'ils soient équipés de compteurs communicants. Jusqu'à peu de temps, je sais qu'en Alsace, c'était un sujet. Enfin, en tout cas, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps en Alsace et il paraît que c'est un sujet. Donc, le périmètre de l'opération, initialement, ça devait concerner uniquement un même bâtiment. Il y a eu un périmètre étendu très rapidement à 2 km, c'est-à-dire que les participants les plus éloignés, qu'ils soient consommateurs ou producteurs, la distance ne devait pas être supérieure à 2 km. Il y a eu une extension dérogatoire, au début à 20 km en zone rurale. Il y en a une autre qui est sortie ensuite à 10 km pour les zones périurbaines, tout ce qui est ceinture urbaine et tout ça. Donc ça veut dire qu'en zone rurale, donc il faut regarder les grilles de l'INSEE, il faut être en 5, 6 ou 7. On peut faire un projet en ACC, on peut partager l'électricité avec des participants qui sont distants de jusqu'à 20 km, ce qui est quand même très intéressant. Il faut être situé sur le réseau basse tension ou HTA. HTA, c'est uniquement si on fait des énergies renouvelables, parce qu'on pourrait faire de l'ACC avec un groupe électrogène, pas de problème. Mais par contre, là, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas être en HTA, alors qu'avec des ENR, on peut. Et la puissance maximale cumulée, bon là, je l'ai converti en photovoltaïque, c'est 3 MW crête. Mais pas par installation, pour la boucle d'autoconsommation collective, on ne peut pas aller au-delà de 3 MW crête. Donc on met en lien avec les 3 mégas que je vous ai présentés tout à l'heure. Je dis que maintenant les parcs au sol, jusqu'à 3 mégas, on pouvait faire une déclaration de travaux, c'était suffisant. Et ensuite, pour l'organisation, on va dire juridique d'un projet d'autoconsommation collective, vous avez sans doute entendu parler de PMO, personne morale organisatrice. C'est un peu le chef d'orchestre du projet. C'est lui qui va lier les producteurs et les consommateurs dans une même structure, qui peut être existante ou pas, qui peut avoir la forme juridique qu'on veut. Ça peut être une association, ça peut être une SAS, une société, une SIC. Ça peut être plein de choses différentes. Et c'est elle aussi qui va avoir le lien avec Enedis. C'est elle qui va discuter avec Enedis, qui va fournir la clé de répartition. C'est elle qui va recevoir les fameux tableaux, les courbes de charge, les courbes de production et tout ça, pour voir les flux. Pour voir les flux entre les différents producteurs et les différents consommateurs. Le producteur, il faut qu'il trouve un acheteur de surplus, c'est ce que je disais. Si on est sous le S21, pas de souci, EDF-OA, il rachète le surplus. Par contre, si on n'est pas sous le S21, si je suis au sol, un parc de 250 kg au sol, il faut trouver un responsable d'équilibre qui accepte d'acheter l'électricité, le surplus d'électricité. Vous ne pouvez pas injecter comme ça votre électricité, c'est interdit. Et les consommateurs, eux, ils conservent leur fournisseur d'électricité habituel. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ils sont chez EDF, ils sont chez Engie, ils sont chez Enercop, il n'y a pas de souci. Il y a une clé de répartition à choisir, statique, dynamique par défaut, full dynamique. Bon, je vais faire simple, mais en gros la statique, c'est vous donnez des coefficients de répartition, de consommation à chaque consommateur. Vous dites, toi je te donne 20%, toi tu auras 30, enfin je te vends, toi je te vends 20, toi 30, toi 50. Le dynamique par défaut, ça va être par rapport à la consommation de chaque consommateur à l'instant T sur la boucle. Si un consommateur consomme 20%, il va récupérer 20% de la production à l'instant T. La dynamique, c'est quand on s'amuse, qu'on commence à remplir le tableau quart d'heure par quart d'heure, le tableau d'Enedis, en disant à tel moment je veux donner 50% à un tel, à tel moment je veux donner 10% à un tel, à tel moment je veux donner 5% à un tel. C'est intéressant quand on a des projets sur lesquels on va avoir un consommateur qui va consommer énormément. En gros, un supermarché et à côté 3 bâtiments de collectivité. Le supermarché il est capable d'avaler 90, 95, peut-être même 100% de la production. Donc du coup, on va mettre des clés comme ça en disant, non, toi le supermarché, je vais te donner que 50 pour en laisser un peu aux autres. Et la full dynamique, c'est la même chose, mais avec plusieurs producteurs. Là, c'est encore pire. C'est très compliqué à mettre en place, en tout cas. Ça devient un travail à temps complet, quoi. Voilà, puis après le but c'est de trouver un prix d'électricité qui corresponde à tout le monde, c'est-à-dire qu'il soit intéressant pour les consommateurs, mais que le producteur aussi, lui, il s'y retrouve dans son modèle économique, quoi. Et encore une fois, actuellement, les coûts de revient, mais bon, vous êtes pas mal à faire les mêmes types d'études que moi, on arrive sur des coûts de revient du kilowattheure sur 20 ou 30 ans, de l'ordre, ça dépend des consommations, vraiment de l'intensité des consommations, mais de l'ordre de 6, 8, 10 centimes, c'est pas rare, quoi. Tu veux quand même voir ça ? On a encore, ouais, mais j'y arrive pas à faire rapidement. Ouais. Tu t'en rends bien compte ? Du coup, sans le diapo, qu'est-ce qu'il faut regarder sur un vélo ? Waouh.
Ouais, non, je peux te prendre des diapos, je vais pas pouvoir faire. Non, mais en fait, en gros, c'est prendre des devis où, par exemple, là-dessus, on voit, on n'a pas beaucoup. En gros, quand il n'y a pas beaucoup d'informations, là, on n'a pas de détails tarifaires, par exemple, là-dessus, on nous dit juste, bah voilà, je te mets 84 modules, je te mets un onduleur SolarEdge, je te mets du K2, et puis finalement, il y a un prix de gros, on ne sait pas trop. Je dis, c'est pas forcément que l'installateur est pas sérieux, mais bon, moi, en tout cas, je trouve que ça fait pas sérieux quand je vois ça, quand je détaille des offres, quand j'ouvre des plis et que je vois ça, je me dis, c'est pas fou. Il n'y a pas de marque, par exemple, là, pour tout ce qui est système électrique. On ne sait pas si c'est du Schneider, si c'est de Lager, enfin voilà. On ne sait pas trop ça. Bon, là, il y a des choses pas trop claires sur ce que va faire en niveau administratif l'installateur. Donc il faut quand même que ce soit écrit clairement des choses. Les qualifications, il faut quand même savoir au moins si... pour pouvoir vendre votre électricité sous le S21, sous l'obligation d'achat, il faut quand même que l'installateur soit RGE. Donc du coup, voilà, il faut quand même que la qualification soit notée. Les conditions de paiement, là, pareil, qui sont pas indiquées. On a 40% d'acompte, mais on ne sait pas après s'il faut repayer 40 à la fin du chantier et 20% au consuel. Enfin voilà, quand on ne sait pas tout ça, ça ne me paraît pas forcément être le plus sérieux. Par contre, quand on va retrouver, effectivement, sur un devis comme celui-ci, on va vraiment retrouver la caractéristique du module, le type d'onduleur, l'extension de garantie, notamment. Au moins dire que ça existe, qu'on peut prendre une extension de garantie à 20 ans, et c'est quand même assez sécurisant, encore une fois, pour le projet. Quand on voit ça paraît un peu plus intéressant. Là, on a la marque du matériel électrique, là, pour ne pas le citer, Schneider. Sur tout ce qui est câblerie, l'autre, on ne voyait même pas, on ne savait même pas, pour aller des onduleurs au TGBT ou au point de livraison, qu'est-ce que tu mets comme câble, on ne sait pas. Là, on a vraiment tout le détail. On a même le poids du système, on ne voit pas bien malheureusement, mais on a le poids du système aussi qui est indiqué. Ça peut être intéressant quand il y a une étude de structure à faire derrière pour vérifier qu'on peut bien poser les panneaux sur la toiture. Et on a même là, vous voyez, la vérification de la compatibilité avec l'ETN. Là, on est sûr que, en gros, on a une garantie, en tout cas, plus ou moins une garantie, en tout cas technique avec l'ETN, de savoir que l'assurance va assurer plus facilement en tout cas ce type d'installation. Il y a les conditions de paiement qui sont complètes, et encore une fois, il y a les qualifications qu'on va retrouver. On va bien voir SPV1, SPV2 et tout ça. Voilà, c'était un peu rapide, mais bon, en gros, je pense que quand un devis est vraiment détaillé, c'est un peu un gage de qualité. Merci Arnaud. On t'applaudit. Je vous propose de prendre un temps pour des questions. Voilà, on a eu une présentation, on va dire, complète sur l'aspect du photovoltaïque, sur tous les écueils qu'on peut avoir et comment on doit être vigilant et attentif. Voilà, donc je sais que c'est jamais évident d'être le premier à poser la question, mais allez-y. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé d'obligations apparemment pour des bâtiments de plus de 500 mètres carrés et pour des parkings de plus de 1500 mètres carrés. J'ai bien compris. Est-ce que vous avez un peu plus de détails sur cette notion d'obligation? Elle entre en vigueur à quel moment? Comment elle va s'appliquer? Comment elle va être contrôlée? Enfin, ouais. Oui, en tout cas, je peux donner quelques détails. Alors effectivement, c'est ça, je dis que c'est vraiment après-demain. Hein, sur les bâtiments de plus de 500 mètres carrés, c'est au 1er janvier 2028. Et pour les parkings, c'est au 1er juillet 2028 que cette obligation va apparaître. Les moyens de contrôle, honnêtement, je ne les connais pas. Ce que je sais, ce qui me semble savoir en tout cas, c'est que si le propriétaire du parking ou du bâtiment ne se met pas en règle, c'est quelque chose comme 40 000 € d'amende. Et il doit bien avoir... je ne me rappelle plus trop sur... en gros, si je puis me permettre de faire un peu de pub, vous allez sur le site photovoltaïque.info. Dans obligation de solarisation, c'est noté, je suis allé voir ça dernièrement pour un projet, mais je ne me rappelle plus trop ce qu'on m'a posé la question. Après, honnêtement, je sais qu'il y a IMAE qui est là, pour avoir fait de la RT 2012, je fais plus de RE 2020, mais j'ai fait de la RT 2012, il y avait aussi normalement une obligation avec des amendes et de la prison avec sursis, et même de la prison tout court en cas de récidive. Mais moi, à ma connaissance, j'ai vu pas mal de projets qui respectaient pas la RT 2012 dans les Ardennes, et a priori, les propriétaires n'ont pas été inquiétés. Je dis pas que c'est bien, hein, mais enfin bref.
Les 500 mètres carrés, c'est par rapport à la surface au sol. C'est pas, en gros, si le bâtiment fait 1500 mètres carrés sur 3 étages et qu'il fait 500 mètres carrés au sol, c'est bien 500 mètres carrés de toiture, on va dire. Et par contre, alors là, pour les ombrières, c'est 1500 mètres carrés, mais alors là, il y a tout le détail là. Il faut prendre les emplacements, bien sûr, de stationnement. Il faut prendre les voies, les cheminements de circulation, les aménagements, les zones de paysage. Par contre, ne sont pas compris dans la superficie les espaces verts, les aires de repos. On pense notamment sur autoroute, quoi. Les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement. Et il y a toujours des dérogations possibles, hein. Il y a toujours le fameux truc, si on est en zone ABF, voilà. Si c'est pas rentable, si vraiment c'est pas rentable du tout, je sais pas à quel point, ça c'est pareil, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est 25 ans, est-ce que c'est 10 ans, je sais pas. Voilà, il va y avoir aussi des conditions dérogatoires là-dessus. Oui, merci. Je voudrais juste rajouter là-dessus. Il y a également sur les parkings la condition si le parking a beaucoup d'arbres. Donc il n'en est pas question parce que sinon il faut couper les arbres. Ça, c'est pas bien non plus. Exactement. Donc voilà. On est bien d'accord. Donc on a tout intérêt à planter les arbres pour ceux qui ne veulent pas mettre d'ombrières maintenant pour qu'ils soient en place. C'est autre chose, je parle en tant que maire. J'ai pas mal d'installations photovoltaïques, mais la question déjà, une première, on en avait parlé en bas avant. Pour rassurer les gens, je crois qu'on ne parle pas assez d'une vraie filière. Quand je dis filière, je dis filière complète. On sait les produire, on sait les installer, mais on ne parle jamais du démantèlement ultérieur. Qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de filière. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ça. Sinon, c'est quelque chose qu'il faudrait un jour quand même noter. Et quand je dis filière, c'est également rassurer les gens sur les interventions, c'est-à-dire quand il y a un incident et tout, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui posent des panneaux et après ils déposent aussi le bilan. Hein. La vie, elle est comme ça. Il y a des sociétés nouvelles et il y a des sociétés malheureusement, et ce n'est pas toujours nécessairement des petites, qui disparaissent. Et donc il y a tout ça qu'il faut à un moment donné, je veux dire sécuriser, mais surtout rassurer les gens qui veulent poser du photovoltaïque. Moi, sur ce point, on peut répondre de manière très claire. On a une filière qui est très bien rodée en France. On a la chance d'avoir 2 usines, une qui est près de Montpellier, une qui est près de Bordeaux. Il y a un éco-organisme qui s'appelle Soren. Et en fait, quand vous achetez, vous installez, faites l'installation d'une centrale photovoltaïque, vous allez payer une éco-participation. Donc ça, c'est des choses, si on fait le lien avec le devis, c'est bien de le voir sur le devis parce qu'il y a une éco-participation. Et cette éco-participation, c'est la même chose que lorsque vous achetez l'électroménager. En fait, c'est déjà la participation pour la gestion de la filière. Et un panneau photovoltaïque, ça se revalorise à 95-96%. Donc on a vraiment un produit de haute valorisation. Quand on prend une machine à laver, on est à peu près à 70%. Un téléphone portable, on est à 80-85%. 95-96% pour un panneau photovoltaïque. Et avec une filière Soren qui est très présente en France. Ok. Et après, j'ai encore une question par rapport à ce que vous aviez dit avant pour l'arrêté là qui est arrivé pour les autorisations ou non, c'est-à-dire dépôt de permis ou pas. Alors là, j'ai un doute quand même, quand c'est sur un terrain où il y a déjà un bâtiment dessus, peut-être que oui, mais quand c'est un terrain où il n'y a pas de bâtiment, il ne faut pas oublier que les collectivités ont le ZAN à traiter. Et donc, il n'est pas possible que les collectivités autorisent la mise en place de surfaces complètes de photovoltaïque dans ce cas-là. Donc, il y a quand même des dépôts de permis et des autorisations à avoir dans ce cas-là. Ce n'est pas possible autrement. Ah il y a une déclaration de travaux à faire. Hein. Pas seulement d'été, parce que vous mangez des surfaces qui sont prévues pour l'urbanisation, parce qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on nous avait répondu, hein, quand on avait posé la question. Le photovoltaïque, c'est bien ça. Et quand il est sur un terrain nu, il est soumis à de l'impôt foncier. Donc, il est considéré comme urbanisé. Donc, il déduit la ZAN. Et quand on voit les surfaces que les communes ont encore pour construire, c'est irresponsable pour un maire d'accorder
de la construction de photovoltaïque comme ça. Je ne parle pas des décharges et tout, qui bénéficient encore d'autres choses. Mais il ne faut pas oublier ce point-là, parce que ce n'est pas si facile que ça pour les maires, s'ils veulent donner. Parce qu'après, ils n'auront plus de terrain disponible pour construire les bâtiments. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. J'entends tout à fait ce que vous dites. N'empêche que jusqu'à aujourd'hui, c'était jusqu'à 1 mégawatt quand même. On n'a pas besoin de faire permis de construire, je peux vous le dire, parce que moi j'ai suivi des projets comme ça. Discute pas. Ah oui, d'accord. Ah, je pensais que vous... Non, mais ça, moi, je ne discute pas. Non, mais vous avez dit que 3 mégawatts, là, maintenant, c'est ça. à mon avis, c'est pas... Parce que Ah si. les maires ne sont pas conscients aujourd'hui, mais on est en train de faire les relevés sur les consommations foncières qui ont été faites. C'est très, très important, croyez-moi. Hein. Il y a des communes qui sont soumises à la loi SRU pour construire donc des logements sociaux et qui bientôt n'auront plus assez de terrain parce qu'ils ont été trop larges. Bon, c'est toujours pareil, on est en France comme sur d'autres choses que vous avez dit avant. On nous met une réglementation en place qui n'est même pas encore validée et tout. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Mais stricto sensus, on risque d'être pénalisé avec les terrains comme ça. Donc, à voir. Ah oui, non mais... C'est très, très... Et après, l'autoconsommation collective, c'est quand même très, très difficile à gérer. Hein. Pardon. Ouais, si je peux réagir, pardon. Il faut être bien accompagné. Je peux dire que tous les panneaux, tous les centrales au sol ne sont pas considérées comme artificialisation dès lors qu'elles sont à plus d'1,10 m du sol et qu'il n'y a pas de fondation. Bah, c'est pas ce qu'on nous a répondu, hein, préfecture. Alors, c'est le décret qui est sorti comme ça. Hein. Bah, oui, mais en ZAN, on nous a bien dit que c'est à considérer comme de la surface qui est, entre guillemets, mangée, surface constructible. Ouais, parce qu'en plus, c'est démontable. Comment dire, c'est une surface où on n'infiltre plus et ainsi de suite. Et donc... Ce qui est faux. Hein. Non, mais même si vous récupérez l'eau et que vous l'infiltrez après, c'est plus en tant que tel. Mais je vous dis ce qu'on nous a répondu. Maintenant, l'arrêté, moi, je ne l'ai pas vu. Oui. Non, l'arrêté dit que si on est à plus d'1,10 m, ce n'est pas considéré comme artificialisé. Et en plus, toute l'eau de pluie, elle s'infiltre directement sur place, puisque le sol n'est pas macadamisé ou imperméabilisé. Enfin, mais c'est de la surface qui est occupée comme truc. Enfin bon, on verra, hein, moi je ne sais pas. J'avais aussi une question. Tu évoquais les monoscristallins souples. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les panneaux? Quel support, quel retour, quelle assurabilité, quelle avis technique? Oui. Les retours, ça va être compliqué parce que c'est des jeunes entreprises à qui on... Enfin, je pense surtout à une qui a lancé ça avec des systèmes de fixation sur bande velcro. Voilà. Mais qui a priori fonctionne parce qu'il y a, je crois bien qu'il doit y avoir des ETN ou des choses comme ça dessus. Enfin, en tout cas, vraiment, il y a des bâtiments en tout cas qui sont installés comme ça. Après, du coup, voilà, des retours d'expérience, ça va être compliqué. Moi, j'ai des retours d'expérience sur les anciens systèmes, type ceux qu'on a vus là tout à l'heure, les systèmes amorphes. Pour être monté sur un toit, c'était en 2023, non, je ne sais plus, 2022. Enfin bref, l'installation avait 9 ans et il commençait à avoir des problèmes. Après c'était des problèmes de délamination. Ouais. Enfin, les panneaux, on voyait clairement que les cellules, ça commençait à faire clair. Enfin, voilà, même l'encapsulant était en train de se défaire plus ou moins. Pourtant, c'était je crois que la marque n'existe plus parce que moi, je travaillais avec eux, ou je travaillais avant en tout cas. C'était PVL chez Unisolar, un fabricant américain. Donc, c'était quelque chose qui avait l'air bien en tout cas. Mais déjà, quand je travaillais chez un installateur il y a une dizaine d'années, et quand on en a posé, déjà au bout de 3-4 ans après, on trouvait que c'était pas extraordinaire le résultat. Faut dire que c'est souvent sur des toitures plates, vraiment très plates. Moi, nous, on les posait en tout cas. Et là, je suis monté sur un toit où j'avais pas fait l'installation, mais voilà, je suis monté dessus pour une étude. Et effectivement, on voyait que c'était pas extraordinaire. Mais après, ça a évolué aussi, et voilà. On verra peut-être dans 10 ans, quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu le problème des démarrages comme ça, quoi. Pardon, un micro. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole là-bas. Je le vois sur l'écran. Ouais. Non. Ah, voilà. J'avais une question, je connais déjà la réponse, mais c'était plutôt qui permet d'informer les gens qui ne l'avaient peut-être pas, c'est préciser par rapport à une commune qui veut faire de l'ACC, dans quel cadre elle doit faire une PMO, dans quel cadre elle ne doit pas en faire une. Parce que tout à l'heure on disait c'est un peu simple, mais ça peut être un peu compliqué, mais ça peut être simple aussi. Oui. Donc si on peut juste dire un ou deux mots là-dessus, je pense que ça pourrait intéresser.
Ouais, bien sûr. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Effectivement, ça peut être assez simple dans le sens où si c'est juste une commune qui fait son projet, elle peut être PMO pour elle-même. Par contre, dès qu'elle va intégrer des citoyens, une autre collectivité, des bâtiments privés, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'elle crée une structure qui va lier les consommateurs et les producteurs et donc créer une PMO. Dans le cadre de l'autoconsommation collective. Pardon ? Ah oui. C'est un statut associatif, donc c'est complètement. Ça, c'est facile à mettre en œuvre. Ah oui, puis ça, les contrats, finalement, il y a des modèles maintenant qui... Bref. C'est pas tout. Voilà, c'était ça le message que je voulais faire passer, c'est que ça pouvait être simple quand même si on était dans une opération ouverte. Oui, et je pense que, honnêtement, bon bref, je me fais un peu de pub et je fais des pubs aussi aux bureaux d'études, mais voilà, si on est bien accompagné aussi, je pense que voilà, il y a quand même des choses à voir, effectivement, avoir un juriste qui connaisse quand même un petit peu le sujet. Enfin, oui, bien sûr, mais après, pour les démarches avec Enedis, c'est pas non plus insurmontable, il faut juste les avoir fait une fois, être bien accompagné encore une fois, et oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Si notre bâtiment n'est pas assez solide pour accueillir une installation, pour déroger à la loi, faut-il installer des panneaux souples concernant, je sais que ma police d'assurance n'assure pas les panneaux. D'accord. En tout cas, ce qui est dit dans les textes, c'est qu'effectivement, s'il y a des travaux de renforcement vraiment importants qui fait que le projet n'est plus rentable, c'est toujours cette histoire de viabilité, rentabilité. Par contre, on n'a pas vraiment encore une fois, on nous place pas le curseur, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est considéré comme rentable et pas rentable pour l'État, je veux dire, pas pour un industriel où on sait que voilà, il faut être à moins de 10 ans, quoi. Enfin voilà. Mais donc oui, ça peut être une question. Normalement, on peut déroger comme ça, même s'il y a existence de panneaux souples et qu'on pourrait imaginer que vous pouvez mettre des panneaux souples. Mais après, panneaux souples, il faut une certaine membrane. C'est toujours ces histoires de compatibilité entre le système photovoltaïque et la membrane, la toiture, quoi, en tout cas la couverture. Et non, après, il faut que ça puisse se mettre dessus. Et les systèmes souples, ils se mettent pas sur tous les systèmes non plus. Donc oui, je pense que vous pouvez déroger. Merci Arnaud. Merci à vous. Merci. Je propose de passer à un premier retour d'expérience de l'entreprise ATS, s'il vous plaît. Ouais. Faut se mettre. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Pardonnez-moi, c'est difficile de passer après une telle présentation. Je ne suis absolument pas spécialiste des panneaux photovoltaïques. Donc je vais essayer de vous faire part en quelques minutes de notre expérience en tant qu'industriel. Deux petits mots sur l'entreprise. Mon nom est Hervé Heller, je suis le président directeur général de la société Appalette Tourtelet Systèmes à Mulhouse. Pour ceux qui connaissent, c'est la suite des établissements tourteliers qui existent depuis 1866 à Mulhouse. Et nous sommes situés rue du Pâturage, juste à côté de la Cité du Train. Alors, notre spécialité ou notre boulot de tous les jours, je pourrais parler beaucoup plus longtemps de ça, ce sont des conceptions, fabrications, installations, programmation de systèmes de convoyage automatisés. Pour faire simple, des chaînes de montage de l'industrie automobile peuvent venir de chez nous, des déplacements de palettes de yaourts, de soda, de jus de fruits peuvent être de chez nous, des transports de pièces de l'aéronautique pourraient être de chez nous. Bref, nous, notre boulot, c'est du bureau d'études et de la fabrication mécanique. Nous avons donc une grosse consommation d'électricité, au moins du lundi au vendredi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet du jour de la présentation du groupe, mais nous avons installé des panneaux photovoltaïques en toiture. La genèse du projet est la suivante. Nous avons décidé, il y a maintenant 2 ans, début 2022, de nous agrandir sur le site de Mulhouse par la construction d'un bâtiment de stockage qui fait environ 1300 mètres carrés. Et puisque nous sommes sur une surface de plus de 1000 m², il y avait une réglementation à respecter qui est un choix entre une toiture végétalisée et un équipement en panneaux photovoltaïques de 30% minimum de la surface. Dans le même temps,
à peu près vers 2022 aussi, commençait à avoir un coût de l'énergie qui commençait à grimper, puis ça s'est confirmé par la suite. Nous avons donc décidé d'équiper toute la surface de ce nouveau bâtiment, en tout cas tout ce qu'il était possible d'équiper. Et vous voyez l'image ou la photo à l'écran, on a couvert tout ce qui était possible de couvrir sur cette nouvelle surface-là. Alors ça donne quoi ? Ça nous donne quelque chose qui s'est passé vers mars-avril 2022, où nous avons consulté 3 constructeurs. Il y a pas mal d'échanges qui se sont faits. Il y a pas mal d'études qui se sont faites aussi entre, justement, est-ce qu'il fallait équiper 30%, 40%, 50% ou 100% de la toiture, comment il fallait orienter les panneaux, est-ouest ou plutôt au sud, à quelle inclinaison, etc. Bref, nous avons pris finalement une décision. Bien, la société retenue, elle est inscrite sur le slide, donc ils se reconnaîtront. Voilà. Et ce projet donc a été intégré dès le permis de construire. Et la localisation, je le disais tout à l'heure, est à Mulhouse. Nous avons donc mis 319 panneaux de chacun 405 watts crête à une inclinaison de 10 degrés. La puissance est de 130 kW crête. On a maintenant un peu plus d'une année de recul sur la production de ces panneaux-là. Sur la première année, nous sommes à 132 MWh, ce qui est un peu en deçà de ce que nous avions estimé, mais pas très très loin. Cette installation, en tout cas à la valeur août 2022, nous a coûté 130 000 €. Et le principe est évidemment d'autoconsommer tout ce qu'on peut. Et le reste est revendu, ou le surplus est revendu à Enedis. Le raccordement s'est fait directement sur le poste de distribution du nouveau bâtiment. Le petit bémol ou le petit point dur qu'on a eu sur ce projet, vous voyez tout en bas de cette dia, nous étions prêts en janvier 2023 avec l'installation et j'ai dû attendre octobre 2023 pour enfin appuyer sur le bouton par rapport au raccordement Enedis ou au changement de compteur d'Enedis. On me dit que tout est normal, tout était bien, il n'y a rien eu à refaire, tout était bon du premier coup, mais ce sont les délais d'attente. Donc il y a 3 ou 4 étapes à passer, chaque étape c'est 3 mois minimum, donc il nous a fallu 10 à 11 mois pour arriver au bout de la démarche. C'est un peu long quand même, c'est un peu long quand tout est prêt et qu'il fait beau et que l'été passe, attendre jusqu'à octobre 2023, c'était compliqué. J'ai eu un peu de chance et ça s'est décanté en 3 jours. Voilà. Un coup de fil d'Enedis pour un autre sujet, j'ai attrapé le bon interlocuteur et en 3 jours c'était réglé. Ça c'est un peu dommage. C'est le seul conseil que je puisse donner, il faut faire la demande de raccordement le plus tôt possible, le plus en amont possible pour ne pas perdre du temps à la fin. Bref, c'est ainsi, on apprend toujours, c'est toujours une bonne expérience. Après 1 an, qu'est-ce qu'on a pu constater ? Je crois que ce petit graphique qu'on fait nous en interne, c'est pardon d'utiliser ce terme-là, un petit bricolage qu'on se fait nous-mêmes, mais je l'aime bien. Vous voyez sur la partie saumonée notre consommation totale d'électricité. La partie verte, c'est la partie que nous avons produit nous-mêmes. Et toute la partie saumonée, donc on voit encore, c'est ce qu'on est obligé d'acheter. Et en bleu, dans l'autre sens, c'est ce qu'on a vendu ensuite en surplus. La petite courbe en pointillé qui n'est pas très lisible là, mais nous donne notre production totale. Vous voyez que sur les mois d'été, avec ces panneaux-là, on serait presque suffisant si on pouvait produire au bon moment. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en été, la partie que nous produisons nous-mêmes n'est finalement que très très faible. Alors, ça nous donne quoi ? Ça nous donne une autoconsommation de 59%, 59-60%. Nous avions estimé ça à 65%, donc on n'était pas très très loin de la vérité. Le surplus qui est revendu 41%, ça signifie pour nous une économie de 18 à 19 000 € par an, considérant qu'actuellement j'achète l'électricité à 17 centimes du kilowatt et que dans le contrat que nous avons de revente du surplus, on le revend à peu près à 10 centimes. Alors si le coût de l'énergie ne varie pas trop, le retour sur investissement serait de 7 ans.
s'il a quelques coûts, notamment le contrat de maintenance, on peut dire que les 7 ans passent à 8 ans. Mais je pense que c'est quand même pas trop mal, compte tenu de la durée de vie que l'on peut estimer sur les panneaux, qui est de 30 ans. Alors, outre cet aspect économique, quand même, le retour d'expérience a d'autres points positifs. Le retour auprès des salariés et des visiteurs est quand même très intéressant. Je crois que tout le monde est assez fier d'avoir une installation de production de panneaux photovoltaïques. On le traduit par un écran pédagogique qui est à l'entrée de l'entreprise aussi. Il y a 2 vues là qui est sur le slide. Une qui présente la vue annuelle mois par mois de production par rapport à la courbe théorique. Et puis celle du bas, on peut y voir chaque jour ce qu'on produit. On peut y voir tous les jours du mois qu'on a produit et on en peut voir tout ce qu'on a produit dans l'année. Je crois que tous les salariés ou tous les visiteurs, quand ils passent devant, ils jettent un œil. Et c'est très très bien perçu. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'image de notre entreprise, notamment au niveau de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, vous savez on se doit d'être certifié, en tout cas dans notre métier, notamment une certification EcoVadis. Ça nous a aussi apporté un bonus, on va dire, dans la communication et dans notre cotation RSE qui nous sert aujourd'hui aussi à obtenir des appels d'offres. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est aussi un bon point d'aller dans cette démarche-là. Par ailleurs, l'obtention d'un prêt éco-responsable, je ne sais plus comment il s'appelait exactement ce prêt, mais c'était un prêt à taux bonifié pour des actions dites vertes. Donc la relation avec les banquiers pour une entreprise quand on réalise ce genre de projet est aussi très très intéressante et ne donne que du bonus. Oui, je pense qu'aujourd'hui, aucun regret, je crois que c'est le dernier slide, mais si c'était à refaire, oui, bien évidemment, il faut le faire. Depuis 1 an que ça fonctionne, ou un peu plus maintenant, on n'a connu aucun dysfonctionnement, c'était toujours en fonctionnement en marche, sans panne. J'ai pas eu de soucis avec les assureurs. Évidemment, il a fallu transmettre toutes les données et faire attention à tout ce qu'ils nous ont indiqué. J'ai entendu tout à l'heure que les onduleurs, c'est plutôt à l'extérieur ou en toiture. Chez nous, il est dans le bâtiment et ça a été accepté comme ça. Donc pas de difficulté particulière sur l'assurance ni sur le taux de cotisation. Voilà. En gros, voilà ce que j'avais, moi, en tant que, pour les 10 minutes que j'avais à consacrer à ce sujet-là. Vous voyez que ça a été fait avec Galim et Galopin qui ont d'autres installations, peut-être qu'ils pourraient vous les présenter également. Si c'était à refaire, oui. On est en train de réfléchir, et je l'ai entendu tout à l'heure, à 2 choses. Je vais peut-être nous mettre une image de nos locaux. Qui est... Ah bah elle a été peut-être squeezée de la présentation. C'est celle-là, oui. Elle passe pas. Alors, si on ne touche pas là, peut-être c'est un peu plus lourd à passer. Ah, on va attendre. Puisque nous avons 2 problématiques. La première, voilà, elle arrive. Vous voyez nos locaux, le bâtiment, c'est le bâtiment en avant-plan, là où il y a les panneaux dessus. Et ensuite, vous voyez qu'on a 3 travées encore. Celle plus au fond, elle date de 1955. Ensuite, on remonte un petit peu jusqu'en 1998. Aucune des 3 travées n'est aujourd'hui suffisamment solide, si je puis dire, pour accueillir des panneaux photovoltaïques dont le poids est estimé à 15-20 kg par mètre carré. Donc je ne peux pas équiper. Et pourtant, j'ai entendu tout à l'heure qu'il va falloir que dans quelques années, on soit couvert à 50%. Comment je fais? Je ne sais pas encore. On a aussi un grand parking. On voit un tout petit bout là, à gauche du bâtiment, et puis après la dernière travée. Là aussi, on va nous imposer 50% de couverture d'ici 2 ans. J'aimerais bien, vous voyez qu'on consomme 50-60% de ce qu'on produit. J'aimerais bien en produire un peu plus, donc on a quelques projets en cours, soit sur des panneaux à plat sur les toitures existantes, des panneaux allégés, soit des ombrières sur nos parkings. C'est pas très clair encore. Donc on va nous obliger à faire un certain nombre de choses. Je suis volontaire pour le faire, je veux bien faire encore des choses, mais je peux pas tout faire non plus. Je ne peux pas
je ne peux pas couvrir 50% de toute cette surface de toiture, plus 50% du parking, et puis je ne sais quoi, puisque je ne veux pas non plus produire plus que mon besoin, puisque revendre à 10 centimes, ce n'est pas notre métier non plus. Voilà. Mais ce sont des réflexions qui sont en cours. Voilà. Merci. Que quelqu'un ait une question du coup sur la réalisation, le retour d'expérience? Qui aviez-vous au téléphone de chez Enedis? Si je le savais, je pourrais vous le dire, mais je ne m'en souviens plus. Peu importe, mais je me suis fâché quelquefois. Ah, ça y est. Vous aviez parlé en début d'intervention de plusieurs études que vous aviez faites pour voir celle qui convenait le mieux à votre profil, qui était en l'occurrence de l'autoconsommation avec revente. Donc vous avez choisi, si je vois bien le schéma, d'orienter les panneaux sud. C'est exact. Est-ce que c'était mieux cette config que de les mettre est-ouest? La première étude, c'était est-ouest, parce que c'était l'évidence première ou le réflexe premier. Oui. Et puis en discutant, on s'est dit, on ne pourrait pas faire l'étude orientation sud, et on s'est aperçu que c'était un tout petit peu mieux. Donc en sud. En sud, ouais. Et donc on est parti là-dessus. Est-ce qu'on a eu raison ou pas, je ne le sais pas, mais en tout cas, en théorie, c'est un peu mieux comme ça. Ok. Mais vous mettez moins de panneaux. On a mis un peu moins, exact. Mais on était mieux avec cette orientation-là. Ouais. Ok, merci. Merci. Je vous propose de passer au deuxième retour d'expérience. Merci beaucoup. Je vous propose de partager le retour d'expérience de la commune de Bartenheim. Et ouais, si vous vous demandez, je peux vous... Bonjour. C'est bon, ça passe? Ouais, oui. C'est bon. Mesdames, Messieurs, merci pour l'invitation. Je suis venu avec M. Klein d'Hydro-Alsace, puisqu'on a travaillé avec lui pour 3 projets en autoconsommation. Je ne serai pas au niveau de cet aéropage hautement diplômé, très technique. Je vais juste relater mon vécu de cette gestion du solaire. Donc je suis DGS de la commune de Bartenheim. Je suis en poste depuis 25 ans. Il y a 17 ans, les choses ont commencé à maturer dans le solaire. Et je suis ici parce que j'accompagne les élus depuis le début. Et il y a eu un changement brutal de municipalité. Et toujours, peu importe les équipes, ça a toujours suivi. Honnêtement, le solaire, ça fait consensus. Donc ça peut rassurer déjà les équipes et les entreprises. Il n'y a pas d'arrêt brutal. Donc en 2007-2008, il y avait ce boom aussi du prix du kilowattheure. Et donc les élus avaient décidé d'équiper les écoles primaires. Donc Bartenheim est coupé en 2. Ça se trouve près de l'aéroport. Donc Bartenheim, on n'a pas de casino, on n'a pas les entreprises de l'aéroport. On a juste le droit de respirer le kérosène des avions. Donc on n'a pas beaucoup de ressources, mais ils l'ont fait par étapes. Donc l'école primaire de Bartenheim et l'école primaire de Bartenheim-la-Chaussée, puisqu'il y a 2 villages. Et ensuite l'église. Donc on s'est posé la question, une église, bâtiment sacralisé. On a posé la question que c'est de fabrique, parce qu'il faut quand même en droit local respecter les autorités ecclésiastiques, et on a eu le feu vert, pas de souci. Après, la petite anecdote, ils se sont demandé s'ils pouvaient récupérer une partie des kilowatts. Là, on a dit non. Si on investit, on va quand même le récupérer. Et on a vécu cette inflexion, cet effet de ciseau du prix qui était haut, et la baisse petit à petit avec la CSPE, et la tendance allait vers l'autoconsommation. Et le retour d'expérience que je pourrais vous dire, c'est que certainement à Bercy, il y a un techno là qui s'est dit, les communes gagnent trop d'argent, elles revendent des kilowatts, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que je peux vous dire que quand une commune récupère des kilowatts et des centimes, l'argent, elle en a besoin.
pour ces écoles ou ces complexes sportifs. Et on s'est retrouvé avec une lettre des fiscaux. Et ça, c'est vraiment du retour. Hein. Tout n'était pas parfait. Enfin, c'était des bons projets. Mais le coup dans le dos qu'on a reçu, c'est une lettre de la DGFiP en disant « Vous devez créer un budget annexe ». Alors qu'on l'avait investi dans le budget principal de la commune, avec un emprunt. Et on s'est retrouvé à devoir créer un budget annexe. On nous a pris pour un SPIC, si vous voulez. Donc, le coût de Trafalgar, c'est que vous payez de l'impôt sur les sociétés. Vous vous rendez compte, une collectivité publique, quoi. Donc, en fait, ça a été un coup dur au début. Ce qui s'est produit, c'est ce que vous faites après. On met tout dans le budget annexe. On achète la Congo électrique, on achète la photocopieur qui va avec, etc. Puisqu'il faut rendre compte des investissements. Mais on ne va pas non plus tricher. Donc, on a facturé de ce budget annexe. Il facture à la commune. Donc, enfin, on émet un titre de recette pour payer l'emprunt. Donc, si vous voulez... c'est une expérience, donc je peux vous recommander aux collectivités qui veulent investir d'être prudentes. Et à mon avis, ça ne se fera plus puisque le taux, les kilowatts, enfin les centimes ne sont plus intéressants, donc vous ne serez plus en revente. Et le petit delta, vous pourrez aller en budget principal directement. Par exemple, le budget annexe, on fonctionne avec 52 centimes du kilowatt. C'est intéressant. Donc les 3 projets initiaux remboursent, enfin, on a une recette de 32 000 €. Donc j'ai mon petit calcul, à 58%, on rembourse l'emprunt des écoles. Et pour l'église, c'est 25% de la rénovation totale de l'église, la partie extérieure. Donc ensuite, on a fait donc, des projets en autoconsommation au complexe sportif et à la mairie. Et là, alors, puisqu'on s'est souvenu du petit coup que nous a fait avec la DGFiP, on s'est dit, on va faire un rescrit fiscal. Et on a écrit cette fois-ci, nous, on leur a dit, écoutez, on va être en autoconsommation, on estime qu'on n'est plus du tout en SPIC, et on souhaiterait réintégrer notre consommation électrique, sachant que vous savez qu'il faut toujours la porte de sortie des électrons. On ne sait jamais. Si vous coupez tout votre bâtiment, il faut que l'électron qui ressorte soit comptabilisé. Donc forcément, ils vous disent « Ah, attention, vous avez 1 centime qui sort, donc budget annexe ». Mais on a dit non, on souhaiterait que vous puissiez considérer un nouveau décret qui est sorti il y a très très peu de temps, que notre interlocutrice privilégiée de la DGFiP ne connaissait même pas. Et par des juristes, on a pu réussir à faire en sorte que notre dernier investissement d'autoconsommation soit intégré dans le budget principal. Ça veut dire qu'on récupère la TVA directement, on ne paye pas l'IS et c'est un seul budget unique. Donc c'est une péripétie, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Alors un autre retour d'expérience pour les écoles, pour les mairies qui ont des cours d'école, il faut penser au bonhomme de neige. En fait, l'astuce, elle est rigolote, mais elle nous a perturbés, c'est que la neige, ça glisse sur les panneaux solaires très vite. Et les couches, elles sont fraîches. Et dans les cours d'école, ça tombe sur la tête des enfants. Forcément, puisqu'ils sont dessous et puis ils attendent que ça tombe. Mais les mamans, le soir, elles ne sont pas contentes. Et au conseil d'école, et le maman qui a pris la parole, c'est anormal, c'est dangereux. La neige qui tombe sur la tête des enfants, c'est inadmissible, etc. Et après, les élus disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là. Donc, on va mettre une échelle à neige. Mais non, il ne faut pas. Parce que l'échelle à neige, forcément, vous stockez votre neige. Et regardez, je crois que ce soir, dans le sud du Haut-Rhin, on va être servi. Vous avez un stock qui va, s'il fait très froid, bon, on va dire qu'en ce moment c'est moyen, mais vous stockez. Bon, en hiver, c'est vrai que les kilowatts sont un peu faibles. Mais malgré tout, on prend ce qu'on a, ce que le soleil veut bien nous donner. Donc j'ai dissuadé les élus et je leur ai demandé, résistez s'il vous plaît, parce qu'on veut faire des écoles en caoutchouc, partout, le sol, plus de bitume, les arbres en caoutchouc, qui prennent de la neige sur la figure, c'est pas grave. Donc c'est une petite anecdote, mais un petit détail, des fois, ça peut un peu handicaper le développement du projet. Et puis, dans le retour d'expérience aussi, on a vécu 3 vagues dans le monde du solaire, donc la vente, maintenant l'autoconsommation, et comme vous le disiez tout à l'heure, l'autoconsommation collective, parce que toutes les collectivités ou les entreprises qui ont fait ça dans l'époque où on pouvait revendre, mais la revente dans 4, 5, 6, 7 ans,
qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces installations? Elles sont productives à 70%, 80%, et on va perdre les 50 centimes. Donc c'est là qu'il va falloir réfléchir à partager les petits électrons. Ils vont aller dans le secteur, mais alors dans ce cas-là, en autoconsommation, les écoles, vous savez bien, c'est pas rentable. Il faut que ça reparte. Parce que, à moins de faire un ALSH, un centre aéré en juillet-août, mais ça ne consomme pas énormément, mais les écoles en été sont vides. Juillet-août, c'est là que ça produit le plus, et c'est là que on ne va pas autoconsommer. Donc il faut réfléchir à faire repartir ce courant électrique. Il y a, en conclusion, il y a quelque chose qui est important, je trouve. Le solaire, c'est comme un peu la vidéosurveillance, je trouve. C'est qu'on fait des sites, on les éclate dès qu'on peut avoir du plein sud, est-ouest. Mais après, vous avez des onduleurs, vous avez la puce GSM, etc., pour renvoyer les informations. Moi, ma demande maintenant, c'est de centraliser. Je voudrais avoir un tableau de bord avec tous les sites, la production, parce que monsieur le maire, il me demande, alors c'est combien, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Idéalement, voilà, on a fait tout, ou par bâtiment. Donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir un logiciel, on va dire, ou une présentation informative et pédagogique, même pour moi, de ce qu'on produit en live. Parce qu'on a vécu des faillites, on a vu des producteurs, on a eu des installateurs même de Suisse, je crois de Bienne, il y en a un qui fait faillite, l'onduleur, il a fallu changer, etc. Donc c'est pas évident d'avoir des couches logicielles différentes. Donc il faut penser dans le futur, ou alors je sais pas, comme en électricité, il y a les modules KNX, ou alors en informatique, il y a du Linux. Il faudrait penser à avoir des bases open source, enfin. Et le point aussi, je voulais dire, en retour d'expérience, quand on a installé des panneaux solaires, donc vous avez des bacs acier, vous avez le pare-pluie, normalement il y en a un dessous, et on avait une solution qui était très écologique. On a dit c'est super, on a une membrane en lin, et recyclable, parfait, et le M1 était un peu juste, hein, c'est la résistance au feu, et comme il y a des soudures dans ces toits plats, souvent, parce qu'il y a une partie de l'école qui est en toit plat. Enfin, il y avait une soudure qui se faisait, et puis une petite flamme a pris dans ce pare-vapeur, et pratiquement, c'est parti à une vitesse. Et en fait, ce produit qui était bien, on va dire écologique, mais en fait était très inflammable. Donc là, il y avait une petite faille, et du coup, on a changé tout de suite, parce qu'on avait encore les moyens de le faire. Et on a pris le bon vieux produit vert, à base de pétrole, mais qui est résistant au feu. Donc, dans une petite collectivité, je pense qu'il faut être prudent, ne pas trop innover dans le dernier cri, ce qui est à la mode, mais ce qui était prouvé quand on n'a pas beaucoup de moyens, on prend ce que les autres ont expérimenté, quoi. Je rejoins aussi ce que disait monsieur tout à l'heure quand vous avez parlé des ombrières. On a une grosse zone d'activité, 2 entrepreneurs. On parlait des ombrières, puisque nous, on a des PLU, et on suit les ânes, ça c'est redoutable. On s'inquiète de ce qui va se passer. Je pense que la population, les propriétaires n'ont pas pris conscience de ce qui va leur tomber dessus. Parce que ceux qui ont des grandes surfaces ou qui veulent faire du bimbi, vous savez, vous avez un petit champ, vous pensez que votre fils ou votre fille va pouvoir construire. Et moi, on m'a montré le tracé. C'est impressionnant. Dès que vous quittez la maison de 25 mètres, s'il n'y a pas trop d'habitation autour, ça deviendra inconstructible. Alors, l'entrepreneur qui veut faire une extension d'entreprise, l'ombrière va le gêner. Et certains d'eux m'ont dit, moi je plante des arbres. Ils l'ont dit carrément. Parce que si j'ai un besoin de développement, il faudra qu'ils gèrent ces stationnements, mais ça va trop vite. Ou il faudrait réfléchir intelligemment, quoi. Ça, c'est un peu un retour que j'ai de chef d'entreprise, quoi. Et la simplicité, le dernier point. Donc on a fait la mairie qui avait eu Monsieur Perrin s'en souviendra, on a été à la région Alsace. Monsieur Philippe Richert avait inauguré la mairie de Bartenheim avec le label Énergie Vie, avec pompe à chaleur sur nappe et tout. Et on a de l'autoconsommation sur un petit dépôt de pompiers qui nous alimente. On a 18 kW. 18 kW. Je pensais que c'était un dossier simple. J'ai compté 70 mails pour que ça se débloque tranquillement. Donc la simplification... On parlait d'Enedis, moi aussi je suis preneur de quelqu'un qui répond efficacement et simplement, quoi.
Donc voilà, rapidement résumé, un retour d'expérience d'une petite commune. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un, une question ? C'est pas une question, c'est plutôt juste pour vous répondre. Si j'ai bien compris, vous cherchez un outil de supervision qui permet de superviser toutes vos installations photovoltaïques ? Oui, une intégration de couches, peut-être. Oui. Non, en tout cas, je vous le dis, ça existe. Quoi. Il y a des... Ouais. Okay. Notamment, je vous donne un nom, Epis Énergie, qui vous permet de... Voilà. Et merci pour la présentation. Oui, merci. J'arrive, ouais. Et je voulais juste ajouter que sur la question du budget annexe, en fait, depuis juillet, il y a un décret qui est paru et qui dit que jusqu'à 1 méga en ACC, en ACI, il n'est plus nécessaire en fait de faire un budget annexe pour des nouveaux projets. Je dis, il y a un décret qui est paru en juillet qui précise que jusqu'à 1 méga en ACC et en ACI, il n'est plus nécessaire, en fait, il n'est plus obligatoire de faire un budget annexe, donc pour ceux qui démarreraient, en fait. Donc peut-être que là, vous avez eu un peu juste avant. C'est un décret qui simplifie, effectivement. Ouais. C'est ça. Oui, merci. Merci en tout cas. Là ? Donc on va voir le dernier retour d'expérience qui va être réalisé par la collectivité européenne d'Alsace. Un quart d'heure, ouais. Bien. Il faut combien de temps ? Un quart d'heure, ça Ok, c'est cool. Bien. C'est bon ? On s'entend ? Bonjour à toutes et tous. Donc on va essayer d'être relativement synthétique. Je crois que on a un quart d'heure qui nous est imparti. Donc l'exercice pour nous va être de résumer 4 années de travail en l'espace d'un quart d'heure. C'est un beau challenge. Merci Michael. La présentation va se faire en fait à 2 voix. Moi-même, je suis Luc Chorneret, je suis le responsable du service énergie et qualité de l'air au sein de la direction de l'immobilier et des moyens généraux de la collectivité européenne d'Alsace. Je vais vous donner quelques éléments de contexte ayant prévalu au lancement de notre plan photovoltaïque et je passerai dans un second temps la parole à notre experte en la matière, Estelle Leroy, qui parlera de la massification du déploiement et des différents enseignements positifs et négatifs qu'on peut retirer de cette expérience. C'est qui clique là ? Alors, le contexte. Comme M. Emediger l'a précisé en préambule, la collectivité européenne d'Alsace est une collectivité jeune, qui a vu sa création 1er janvier de 2021, donc elle a 4 ans. Elle est issue de la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et elle a un patrimoine immobilier relativement significatif à gérer. Le patrimoine immobilier de la CEA, c'est quoi ? C'est plus de 500 sites, c'est plus d'1 300 000 m². Sur ces 500 sites, on a 204 sites qui sont constitutifs du périmètre du décret tertiaire, c'est-à-dire qui présentent une surface de plus de 1000 m². Et sur ces 204 sites, on a 147 collèges, qui sont donc des établissements d'enseignement, qui sont par ailleurs des ERP, et qui représentent bon an mal an 80% du coût énergétique de la collectivité. Donc ça, c'est le contexte général. Alors, 2 objectifs qui nous ont été impartis et qui se placent en continuité directe avec les obligations réglementaires du décret tertiaire. 1, réduction des consommations de 40% entre 2010 et 2030. Autant dire que la marche à franchir est quand même assez élevée. Et 2, intégrer 50% d'ENR dans notre mix énergétique à horizon 2030. Alors, le contexte du plan photovoltaïque,
résulte en fait d'une commande politique exprimée de manière relativement triviale. L'idée étant de dire on va installer des panneaux photovoltaïques en toiture de nos collèges. En procédant de la sorte, on va limiter le soutirage et de facto, ça va infléchir favorablement le budget de fonctionnement de la collectivité. Donc, premier objectif financier. Deuxième objectif, plus politique ou plus économique, c'était de concourir au développement et à la pérennisation de la filière industrielle photovoltaïque en Alsace, qu'il s'agisse de fabricants de panneaux, qu'il s'agisse de poseurs et de poseurs, voilà, essentiellement. Donc deux objectifs et accessoirement, et ça fait, enfin c'est même un élément déterminant, l'idée c'était, vous l'avez compris, privilégier un scénario d'autoconsommation avec valorisation du surplus suivant différents sous-scénarios qu'on évoquera très rapidement tout à l'heure, et à travers les opérations de rénovation de toiture préalables que nous sommes contraints à réaliser dans certains cas de figure, c'était également de concourir indirectement à des économies en termes d'économie d'énergie au niveau du chauffage, en renforçant l'étanchéité et l'isolation de nos toitures avant d'y poser des installations photovoltaïques. Donc voilà le contexte. Tout ça a démarré un peu avant la création de la CEA, vu que la délibération originelle date du 4/4/2019, soit 2 ans avant la création de la CEA. Et ce dispositif a été initié puis repris, initié par le Conseil départemental du Bas-Rhin et repris bien évidemment à son compte dès début 2021 par la collectivité européenne d'Alsace. Estelle, à toi. Merci Luc. On est un peu en mode marathon. J'espère que vous avez encore un peu d'attention pour terminer la journée. Donc juste dire que toutes nos installations sont en autoconsommation. Certaines, on est à 100% d'autoconso et d'autres avec vente du surplus. Et en fait, on s'est appuyé sur une installation pilote, puisque en fait, on n'avait pas réalisé de chantier encore. Donc, on a fait une installation pilote aux archives départementales à Strasbourg, qui, elle, effectivement, est en 100% autoconsommation, vu les niveaux en fait, de ses besoins électriques en continu sur l'année. Et là, vous voyez les quelques chiffres. Et effectivement, comme ça a été mis en service en décembre 2020, et au regard de la hausse des prix d'électricité en 2022, eh ben, ça a été amorti en un peu plus de 3 ans. Donc, je dirais que ça a fait tout de suite ses preuves. Et donc, sur la base de cette première expérience, on a développé vraiment une méthode pour avoir un développement massif. Alors là, on voit pas très bien, mais c'est pas bien grave. C'est juste une carte qui montre en octobre le nombre d'installations qui étaient en service et donc qu'on a déployé depuis 2021. Et donc là, vous avez la liste plus détaillée. Donc vous voyez que sur ces 34 installations, maintenant 35 d'ailleurs, en service, quasiment la totalité ont fait l'objet de travaux préalables en toiture. Et j'attire du coup l'attention sur l'importance aussi de la sécurisation des toitures. Nous, on a systématisé la mise en place de garde-corps pour favoriser le fait que les agents techniques, notamment des collèges, puissent monter en toute sécurité et contribuer à une certaine surveillance, notamment aussi des toitures, pas que des installations photovoltaïques. Donc déploiement massif, donc avec une méthode, mais ça ne nous empêche pas de rencontrer des écueils aussi auprès des gestionnaires de réseau et d'avoir des temps d'attente parfois assez longs également. Et puis en ce moment, donc on est prêt ou quasiment prêt à mettre en service, ou en tout cas on termine les chantiers que vous voyez listés ci-après. Donc c'est assez, vous voyez, assez massif, mais c'est ce qui permet également d'avoir acquis une certaine expérience qu'on a pu après dupliquer, et on a pu améliorer, on va dire, nos points d'attention. Là, je vous ai mis quelques visuels. Donc, on a essentiellement des collèges. On a terminé là l'hôtel d'Alsace, donc le siège à Strasbourg, qui va être mis en service d'ici quelques semaines.
Et sinon, c'est voilà, majoritairement des collèges. On a différents systèmes d'intégration. On a pas mal de systèmes lestés. On a un petit peu de thermosoudés. Pourquoi ? Parce qu'on a des bureaux de contrôle qui ne valident pas toujours les systèmes lestés qui sont sous ETN. Donc c'était quand même une difficulté. On a essayé de discuter avec les directions techniques nationales des bureaux de contrôle. Il y en a qui ont fait preuve d'un peu